Retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie. Cette partie est consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie de Charles Elisan sur ce plateau et Maître Augustin Gueffa qui va nous rejoindre dans un instant depuis Yaoundé. Samuel Ngamo, inspecteur pédagogique, sciences de la vie et de la terre à la retraite. Il est déjà là, on va lui dire bonsoir. Dans un instant, je suis à vous, Samuel Ngamo. Mais je commence par vous, Maître Augustin Gueffa, que cette décision du préfet du Wouri, qui donne 72 heures aux formations sanitaires privées, de faire transférer les malades, les patients Covid dans les centres spécialisés. Ceux qui voudront bien rester doivent signer un engagement. Où est donc la liberté du patient de choisir et son médecin traitant et la structure hospitalière qui doit l'accueillir? Oui, c'est Jalin, moi je crois que le communiqué, il est bienvenu. Et moi je l'aime dans toute sa structure. La réalité, il faut comprendre ce texte qui commence par une première strophe qui semble être des menaces, alors que la réalité, le vrai message est contenu à la fin, à la fin. Le vrai message voudrait que ces structures sanitaires privées conçoivent d'office les premières fiches que le patient doit remplir à l'entrée, c'est-à-dire avant même de commencer quelques soins, dès qu'il est testé positif, c'est la première fiche à remplir. Certifie. Et je souhaite que cette fiche soit entière, qu'elle identifie parfaitement le patient, c'est-à-dire sa filiation doit être très transparente, clairement définie, avec 2 ou 3 membres de famille qui doivent à tout moment répondre si jamais il a des difficultés. Je crois qu'à ce moment-là, la réalité c'est que pour moi, le texte donne maintenant large pouvoir à ces structures privées de démontrer de quoi est-ce qu'elles sont capables. Voilà, Charles Elisan, sur cette sortie du préfet, comment vous accueillez ça? Non, la sagesse commence toujours avec la crainte de l'autorité. Oui. Le Capharnaüm qui avait au sein des institutions sanitaires privées, cela peut s'étendre dans d'autres secteurs de notre vie sociale, les établissements clandestins, scolaires, clandestins et tout, il le fallait. Mais on est habitué à Douala, hein, chaque année on ferme. Il faut bien qu'on comprenne que on a des structures sanitaires dans les quartiers, derrière les WC, qui procèdent aux incisions, aux opérations, aux accouchements. Et c'est quand il y a le pire que les uns et les autres sont souvent surpris. Non, le préfet, j'ai aimé. Et là, ça répond à 2 problèmes. Oui. Le premier problème, c'est le fait pour l'autorité de fermer une structure sanitaire privée, quand elle ait eu tort, c'est-à-dire comme la clinique Marie-O, alors qu'elle peut continuer, cette structure-là, à prodiguer des prestations sanitaires. Et ça répond à cette première question. Et la deuxième question à laquelle répond ce communiqué, c'est que ça va formaliser les relations, le contrat qu'il y a entre le patient et la structure. Et là, parce que l'État s'engage à un niveau à dire, nous prenons en charge tous les Camerounais atteints de Covid-19, alors, mais la liberté du patient d'aller se faire soigner où il veut, peut l'amener dans une structure sanitaire privée. Mais au demeurant, quand il y a un problème au niveau contractuel entre les 2 entités qui ont signé librement leur contrat, c'est toujours le même État, c'est-à-dire l'autorité qui doit venir régler le problème. Donc, ce document permettra donc, enfin, de formaliser les choses pour que chacun sache ce qu'il a à faire et que ce milieu un peu mafieux soit totalement assaini. Un milieu mafieux, vous dites? Oui, c'est un milieu mafieux. Quand on vous facture à 16 millions les prestations du Covid, là-bas on dit 6 millions, on vous donne 750 000 francs la nuitée. Mais c'est un milieu mafieux, je ne dis pas pour la clinique. C'est-à-dire, on vous dit... Mais le patient a le choix quand même, non? D'aller selon ses moyens, non? Encore que c'est les mêmes patients qui se plaignent. C'est les mêmes qui se plaignent encore. C'est pas sûr que c'est eux qui ont mis ce que vous faites non. Vous faites allusion à des éléments qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ça fait comment que ça joue là-bas?
C'est pas Un forcément... document censé rester confidentiel entre un maître, c'est vous l'avocat, entre un contrat. Oui. C'est-à-dire, même le bulletin de santé est censé être confidentiel. C'est qu'il y a quelqu'un qui veut dénoncer. Forcément, soit c'est un membre du personnel de l'hôpital, soit c'est le patient, soit il y a quelqu'un qui voulait forcément dénoncer. Et puis, bon, le plus important qu'on a signé sur le milieu. Ok, on va prendre aussi l'avis de Samuel Ngamo depuis Yaoundé. Bonsoir Samuel. Bonsoir Serge-Alain. Voilà, vous avez suivi cette actualité, le préfet du Wouri qui demande à toutes les structures sanitaires privées de transférer tous les patients Covid dans les centres spécialisés Covid. Voilà. Les malades qui refuseront comme ça de s'adapter à cette mesure devraient signer une lettre d'engagement. Comment vous réagissez à tout ça? Donc voilà. Je voudrais Saint-Germain dire que je ne comprends pas médicale de cette pour la simple raison que nous concevons comme si la Covid devait s'arrêter dans 1 mois. Nous devons intégrer le fait qu'une pandémie comme celle-là ne peut pas disparaître dans 2, 3, 4 semaines. Et intégrer cela dans tout ce que nous avons à faire, dans tout ce que nous avons à faire comme processus de résolution des problèmes. La dernière crise sanitaire pandémique que nous avons connue a duré plusieurs années. Lorsqu'on parle de la peste espagnole, elle a duré environ 2 ans, avec 2 principaux pics qui ont fait d'énormes morts. Donc, lorsque nous voyons l'ampleur de cette pandémie actuelle, ne réfléchissons pas comme si elle va s'achever dans 2 mois. Or, lorsqu'on prend des mesures comme celle-là, de mettre à l'écart de manière complète des structures privées, je ne sais pas, dans 2-3 mois, lorsque l'ampleur de la maladie va monter, comme elle est en train de prendre, comme on peut constater, je ne sais pas si les structures publiques seules seront capables de tenir le coup. C'est pour cela que je cherche encore à comprendre quelles sont les véritables motivations de cette décision. Voilà, Samuel Ngamo, je reste avec vous. En première partie, vous n'étiez pas avec nous. Sur cette reprise programmée pour le 1er juin, vous qui êtes toujours enseignant dans l'âme, par rapport au contexte qui est le nôtre actuellement, comment vous entrevoyez les choses à partir du 1er juin pour ces élèves-là, des classes d'examen qui doivent reprendre le chemin de l'école? Est-ce que à partir du 1er juin, pour ces élèves-là, des classes d'examen qui doivent reprendre le chemin de l'école? Merci encore, Serge Alain. J'avoue que je suis un peu dubitatif. Je vais commencer par les élèves qui ne reprennent pas les cours le 1er. Parce qu'ils ressortent facilement sur les places d'examen. Or, nous ne pouvons pas fonctionner comme si ceux qui ne reprennent pas les classes ne comptent pas. Les programmes officiels prévoient pour chaque année, pour chaque classe, pour chaque niveau, un volume d'apprentissage qui doit être validé pour l'apprenant avant de passer en classe supérieure. Lorsque maintenant on a décidé, ce qui n'est pas une mauvaise chose, de capitaliser les travaux réalisés pendant le 1er trimestre et le second pour décider le passage en classe supérieure, je ne vois pas encore le dispositif pédagogique qui a été mis en place pour procéder à la remédiation. Parce qu'il y a un volume d'apprentissage qui n'a pas été exercé par ces apprenants pendant cette année scolaire. Donc je ne vois pas encore le dispositif que le ministère ou bien les responsables chargés des apprentissages ont mis en place pour créer ce gap.
Maintenant, par rapport aux classes qui doivent reprendre le 1er juin, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Or, comme dans toute démarche scientifique, elles sont plus importantes, des questions bien formulées. Je voudrais faire un peu de technologie et d'éducation avec vous pour observer que nos classes ont généralement un gabarit de 8 par 8, soit 64 mètres carrés, ou bien parfois 1 mètre carré. Si nous prenons une classe de 64 mètres carrés, en respectant les mesures de distanciation sociale, cette classe doit contenir au maximum 14 élèves. Si nous prenons la classe de 80 x 10, 80 mètres carrés, elle devrait contenir 24 apprenants. Voilà l'ergonomie éducative. Maintenant, lorsque nous observons ce que nous avons comme effectif, il y a un intervenant qui m'a précédé a essayé un peu d'aborder ce problème. Alors, les effectifs de 120, 140, en divisant par 24, nous avons des groupes de 6. Or, maintenant, j'observe la trilogie enseignement, apprentissage, évaluation. Lorsque les classes intermédiaires vont vider les établissements, nous aurons bien sûr des salles de classe vides. Donc le gros problème ne sera pas au niveau des salles de classe. Le gros problème maintenant sera au niveau de la qualité des enseignants. Et Maître Ngefat a déjà abordé un peu ce problème. La qualité des enseignants va se poser. Je connais très bien le personnel enseignant que nous avons. Et lorsque je prends une classe de terminale, 120 élèves, lorsqu'on va diviser, la question fondamentale sera de trouver des enseignants aptes à bien mener les apprentissages dans ces classes pendant le mois. Parce que l'essentiel, qu'on se focalise pas seulement sur l'évaluation qui va arriver en fin d'année. Il faut qu'on pense à des mesures durables. Parce que la Covid n'est pas venue pour partir dans 2 mois. Je ne suis pas un apôtre de malheur, mais l'expérience biologique continue dans 2 mois. Et il faut donc qu'on pense à des mesures qui vont traverser l'échelle de 2-3 mois pour permettre d'assurer les conditions de fréquentation optimum pour des meilleurs apprentissages avant de penser aux évaluations. Autre problème qu'il faut absolument observer, vous voyez que j'aborde beaucoup plus les problèmes pédagogiques parce que M. Zan et M. Ngefat ont largement abordé les problèmes périphériques de la rentrée. Maintenant, quel est l'état psychologique des enseignants qui vont reprendre les classes le 1er juin? J'ai observé, j'ai fait le tour de certains collèges privés pour me rendre compte que n'ont perçu aucun salaire depuis la suspension. Maintenant, dans quel état psychologique se trouve-t-il pour reprendre Ok. Voilà, merci. Samuel Gamou a évoqué le problème des salaires. Il dit qu'il y a des établissements privés qui ont arrêté de payer le personnel après la date du 18 mars. Je crois que ça va faire l'objet tout un autre débat, mais on va sortir dans quelques instants sur cette actualité. Professeur Maurice Kamto qui se rend chez le ministre Paula Tangandji et il n'est pas reçu. Charles Elisa, comment comprendre ça? Là, on parle de politique. Oui, c'est la politique. C'est plus l'enseignement où il faut faire un peu de politiquement correct. Là, on parle de politique. La question que moi je me pose, c'est pourquoi il s'est rendu là-bas?
Je pense que ça fait peut-être 2 semaines, par là si je ne me trompe pas, que les bénévoles, je les appelle ainsi, pas les militants ou les amis politiques. Ils ne devraient pas se rendre là-bas? Ça fait 2 semaines que les amis politiques, que les militants du MRC sont dehors pour distribuer tous ces kits sanitaires aux populations qui accueillent ça avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Ouais. Et c'est une bonne chose dans la lutte contre la Covid, c'est là, la Covid, oui. Ouais. Très bonne chose. L'académie a tranché. Mais sauf que, la question que je me pose, c'est, ceux-là sont allés sur le terrain. Si on s'en tient au communiqué du porte-parole, ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire toutes choses étant par ailleurs égales, allons dessus, c'était qu'il allait rencontrer les autorités pour 2 choses. Peut-être je peux me tromper. C'était la première raison, c'était de se présenter et de demander l'autorisation, c'est pas pour que les gars, on laisse les gars travailler tranquillement. Les gars se déploient. Oui, tranquillement. Et moi, je me dis, mais pourquoi ne l'avoir pas fait au début, quand il fallait lancer l'opération? Pourquoi c'est quand lui, il sort pour le faire? Une autre chose qui me traverse l'esprit, c'est pourquoi aller rencontrer ces gens-là qui sont pour vous illégitimes? C'est vous le président élu, vous leur donnez les instructions, vous n'avez pas à les rencontrer, vous faites ce que vous avez à faire. Et si maintenant, revenons à la raison, il est estimé qu'il faut maintenant apaiser. Et c'est là où moi, je veux aller. Oui. Si maintenant il faut apaiser les relations entre lui, quand il dit lui, je parle de lui et tout ce qui l'accompagne dans son mouvement, et le gouvernement, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'était donc pas l'occasion de l'accueillir? Est-ce qu'on va l'accueillir quand lui veut? Non. Ça? Non, ça j'allais. Si non. Vous dites que si finalement compris, ce n'est pas à Maurice Kamto de tendre la main au gouvernement quand lui veut et le gouvernement viendra l'embrasser. Non. Le ministre gouvernement lui a tendu la main, il a dit non, il ne vous reconnaît pas, vous êtes illégitime pour moi. En fait, vous savez, c'est quelque chose, il faut qu'on se comprenne. Oui. C'est j'allais. Si je veux faire la paix avec Maître Nguefa, je me mets dans les prédispositions psychiques, psychologiques, physiologiques pour qu'il y ait la paix. Je n'ai pas à jouer avec lui. À partir du moment où j'estime que Maître Nguefa n'a pas la qualité d'être avocat, n'a pas la qualité pour être mon interlocuteur, et que pour moi il n'existe pas en tant qu'avocat, et que j'attende le jour où je veux lui parler, quand lui il a essayé de me parler, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc moi j'estime, à ce qui me concerne, que si ça va dans le cadre de l'apaisement, eh bien, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'effort surmesuré, surdimensionné à continuer à poser des actes d'apaisement. Ouais. Je vous le dis sincèrement. S'il faut parler de paix, il n'y a pas de honte à continuer à poser des actes d'apaisement. Comme Maurice Kamto, qui dans ses discours dit qu'il aime les Camerounais, qu'il continue à poser cet acte-là. Il est allé aujourd'hui, on a constaté qu'on ne l'a pas reçu, ouais. Qu'il reparte une autre fois, on va constater qu'on ne l'a pas reçu, qu'il lui-même, à travers ses discours et de ses ouailles, ceux qui l'accompagnent, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, qui sont dans les invectives, eux aussi accompagnent son acte d'aujourd'hui. On verra. Charles Élizan, permettez. Je crois que le ministre Malaouda, après, il a dit que si le professeur Kamto s'était présenté, il aurait reçu. Le ministre Malaouda Malachi. Non, je n'ai pas fini. Ok. Je n'ai pas fini. Oui. Le professeur Kamto, aujourd'hui, va vers le ministre de l'administration territoriale. Bon, entre le ministre de l'administration territoriale, je reste au niveau de la symbolique. La symbolique, ok. Oui, la symbolique. Justement, j'y arrive. Oui. Au niveau de la symbolique, le ministre Malaouda Malachi dit, s'il recevait M. Kamto lui-même, oui. C'est-à-dire le don du ministre Kamto, oui. Le don du prof Kamto, le don du citoyen Kamto, il l'aurait reçu parce que c'est un citoyen qui apporte sa contribution pour lutter contre la Covid-19. Il n'a pas à recevoir le don que M. Kamto a remis à une association. Pourquoi le ministre refuse de recevoir le citoyen professeur Kamto? Mais le ministre est libre de recevoir qui veut. Okay. Vous avez votre emploi du temps. Il faut aussi qu'on soit clair. Merci. On va le temps de discuter avec Sylvestre Hippolyte Zangabo. On va terminer avec Maître Nguefa. Bonsoir Sylvestre, venu ce soir. 100% foot. Bonsoir Serge Alain, merci
Menu de 100% foot ce soir, vous savez, on est en mode déconfinement, ça a repris certains championnats. Le cas de la Bundesliga avec Mayence et Pierre Condé-Malon qui ont joué dimanche. 2 buts partout face à Cologne avec un but de l'international camerounais Pierre Condé-Malon qui annonçait depuis une semaine qu'il avait les fourmis dans les jambes. Il a donc prouvé hier arraché l'air de jeu. Mais c'est un retour dans des conditions particulières où on doit absolument respecter les mesures de distanciation sociale. Mais difficile aussi parce que les règles du jeu n'ont pas changé. Les coups francs, il faut former le mur, il faut jouer, il faut aller dans les duels aériens. Et difficile dans ce sens-là de respecter ces mesures de distanciation pour lutter contre le Covid-19. Nous reviendrons sur la décision de la fédération camerounaise de football d'arrêter cette saison sportive avec Peter Petit Bamenda qui est donc d'office champion du Cameroun parce qu'en tête du classement Elite 1, c'est le club qui représentera le pays l'année prochaine, la saison prochaine en Ligue des Champions, alors qu'il y a encore une grosse tergiversation sur le club qui représentera le Cameroun à la Coupe de la Confédération. Et il y en a qui se bousculent en ce moment. Ils sont environ 4 clubs qui se disputent cette place. La FECAFOOT a dit que si la Coupe du Cameroun, qualificative à cette Coupe de la CAF, ne va pas jusqu'à son thème, c'est le 2e au classement du championnat qui serait donc qualifié pour cette compétition. Parmi nos invités ce soir, nous irons en France retrouver l'ancien mondialiste 90 avec les Lions d'Antable du Cameroun, Pelé, beaucoup le connaissent sous ce petit nom, Mabouan Kessa, qui sera en direct dans 100% foot. Voilà, merci. 100% football, c'est dans un instant, après Equinosoir. Maître Ngefak, oui, c'est quelques secondes. Quelques secondes, moi je vais juste faire un peu de conjecture, je vais un peu deviner ce qui s'est passé à Yaoundé. Premièrement, pourquoi le DGSN, pourquoi les MINAD n'ont pas reçu le professeur Maurice Kamto ou bien le challenger numéro 1 du président de la République. D'abord, ma première idée voudrait que si les deux ne l'ont pas reçu, premièrement, l'objet de la visite, l'objet du passage n'a pas été autorisé par la hiérarchie, puisque ce ne sont que des fonctionnaires. Oui. De deux, le professeur Maurice Kamto n'est pas le challenger ni du DGSN, encore moins de M. Atanganji. Donc, le professeur Maurice Kamto, politiquement parlant, n'a qu'un seul adversaire politique face. Les autres, adversaires politiques, non ennemis. Par rapport à la posture d'Élie Zanzan, qui dit qu'ils sont dans la colère, telle qu'ils ne peuvent pas se regarder. Donc moi, je dis, politiquement parlant, le professeur Maurice Kamto n'a qu'un seul adversaire politique en face. Qui? Le président Paul Biya. Donc l'adversaire de Kamto, c'est S'il vous plaît, quand vous avez la parole, ne me grenez pas une seconde. C'est pas possible. Donc, Paul Biya seul a l'agenda de quel de ces fonctionnaires doit faire quoi. Si le secrétariat général avait reçu ordre de faire, d'arrêter ou bien de recevoir, on l'aurait reçu. Okay. Deux, ça, nous sommes jusque dans des spéculations. Politiquement, bon, c'est vous qui dites que Paul Biya est mort. C'est moi qui dis. Ça me concerne pas. Je sais qu'il vit ou bien il est mort vivant. Ok. Donc, sur ce plan, nous voyons que ce n'est pas seulement aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto dit qu'il tend la main. Devant le Conseil constitutionnel, il a dit, en prison, il a écrit. Aujourd'hui, il se lève pour que tout le monde voit que la politique, ce n'est pas l'inimitié. Ce n'est qu'un simple combat. Ce qui est très difficile à comprendre chez les élites, qui dit pourquoi il doit le recevoir. On sent la colère. Il y a pas de colère. On sent comment ils sont énervés. Non. Dépassionnons la sauvagerie en politique. C'est bien quand c'est vous qui dites ça. Sortons de la bêtise. C'est bien, j'aime ça. Donc, je pense que M. Atanganji n'a pas reçu, parce qu'il n'a pas reçu les ordres pour gérer l'objet qui devait être traité. Les ordres de qui? De sa hiérarchie. Qui est sa hiérarchie? Bon, si vous ne savez pas, c'est votre problème. J'ai terminé. Donne les ordres comment? Ok, merci, cher monsieur, merci Charles. Merci beaucoup. Voilà, merci Maître Ngefak, merci à Jacques Bessala, merci à Samuel Ngamo qui était du côté de Yaoundé, merci à Madeleine Sandrine à Paris. Madame, monsieur, merci, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qui nous soit la première de la semaine. Bonsoir, Ngoumou.